Salam alaikum à toutes et à tous, bienvenue sur Morocco Can. On va avec mon ami Youssef parler un petit peu de la rencontre du Maroc face au Mali et débriefer aussi la conférence de presse de Walid et rapidement faire un rapide état des lieux et sur la rencontre à venir demain, Inch'Allah, qui sera la dernière de la phase de poule face à la Zambie. Salam Youssef, comment tu vas? Alaykoum salam, Hakim, alaykoum salam tout le monde. J'espère que vous allez bien et qu'on se retrouve quand même dans une bonne ambiance, même après le nul face au Mali. Oui, tu fais bien de le rappeler. Donc, un nul face au Mali qui a suscité pas mal de réactions assez vives de la part du peuple marocain, à tort ou à raison, hein, mais on se dit que si on prend un peu de recul, comme on a pu le faire aujourd'hui justement, le fait de faire ce débrief un petit peu après la rencontre, quelques jours après, nous permet aussi d'analyser les choses froidement et de se dire qu'un match nul, certes, on aurait espéré mieux, mais c'est pas catastrophique loin de là. L'équipe n'était pas catastrophique non plus, même s'il y a des ajustements à faire. Justement, je pense qu'on va en parler et je te laisse la parole justement sur cette analyse que tu as déjà en partie un petit peu partagée sur X, mais justement, tu peux peut-être la développer un peu plus pour nos auditeurs, Inch'Allah. Ouais, écoute, j'avais fait cette analyse sur X et moi je réagis jamais à chaud, tu vois. Je préfère toujours prendre le temps. J'ai revu le match 3 fois parce que ça me permet de mieux voir les erreurs individuelles, etc., de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Bon, c'est un travail que je faisais avant, donc c'est pour ça que, Ouais. disons que je préfère vraiment réagir de cette façon-là. Sur le match en lui-même, surtout quand je vois la déclaration du sélectionneur du Mali qui dit qu'on n'a pas été structuré, surtout après le changement, je dirais pas qu'on n'a pas été structuré, je dirais qu'on a plus été dans l'émotion, dans la panique pour les joueurs. Et cette panique, d'où elle vient, je ne sais pas, mais il y avait quand même une certaine panique qui s'est très rapidement ressentie sur le terrain après l'égalisation, or elle n'avait pas lieu d'être. Je pense qu'il y a un travail sur la question la gestion des émotions qui doit être faite. Ensuite, pour parler je m'excuse d'ailleurs pour les auditeurs, je suis un peu enrhumé, je vous explique, il fait quand même -20 ici au Canada, donc voilà. Vous me pardonnerez par moment si vous entendez des petites choses bizarres. Mais en tout cas, pour revenir au match, le match, on l'a bien maîtrisé de bout en bout à partir de la première à la 60e minute. Cette équipe du Mali nous a pas vraiment mis à mal, hein, il faut vraiment le savoir. Elle a pas eu d'occasion à part ce penalty, donc elle n'a pas réussi à rentrer dans notre surface. Donc ça prouve déjà que défensivement on a été bon, mais après c'est cette erreur individuelle et quand j'ai réanalysé, parce que même ma première analyse, j'ai oublié un joueur. Je parle de Liamer, mais je parle aussi du milieu de terrain parce que c'est un défenseur central qui vient depuis sa zone et qui traverse tout le milieu de terrain et la défense et nous transperce, qui est déjà pas acceptable. Et je pense que même le staff ne va pas accepter ça. Il a dû leur dire de toute façon en séance vidéo. Mais ensuite, voilà, Liamer n'est pas bien positionné par rapport au défenseur. C'est-à-dire que le défenseur, tu dois être derrière lui, pas à côté. Si on le voit sur le but, j'ai l'impression qu'il est déconcentré, donc il va sur le côté. Ben, ça laisse le temps aux attaquants maliens de se retourner très facilement parce qu'il n'y a pas d'opposition. Or que si tu avais été collé à lui, il n'aurait pas pu se retourner aussi facilement. Bon, après, on va mettre ça sur la gestion, en fait, sur la concentration. Ensuite, il y a un autre problème à régler sur cette action-là, c'est Mazraoui. Il n'est pas fautif à 100%, mais Mazraoui est trop excentré pour moi sur le côté. Ouais. Le jeu se passe dans l'axe. Tu dois un peu quand même repiquer dans l'axe. Tu dois être en couverture. Tu dois resserrer, exactement. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il est en retard sur la couverture de 2 secondes. Et 2 secondes, c'est le temps qu'il faut pour un attaquant pour frapper. Donc, tu as ces deux problèmes-là. Après, le premier fautif, c'est pas Liamer. C'est pas forcément. Après, Yamer ne doit pas faire ce tacle. Jamais ne faire tu peux faire ce tacle parce que tu es sûr que ça va se terminer sur un penalty. Il faut pas aller. On va pas chercher midi à 14h. Par derrière. Mais, voilà. Exactement. Mais le problème sur cette action-là, c'est un problème collectif. C'est que déjà, ça parle de l'attaquant au milieu de terrain, ensuite à la défense. Et voilà, c'est des petits détails qui font que tu perds. Tu vois, c'est ça le problème. C'est qu'on a l'impression d'avoir perdu, qu'on a fait match nul. Donc, tu fais un match nul, or que ce match, tu le maîtrises. Tu as l'action de Saibari où tu peux mettre déjà un 0 en première mi-temps. Tu as la frappe de Diaz. Bon, c'est la même action, mais une des deux aurait pu être concrétisée. Tu as Kaby qui est en retard d'un poil sur le centre de Saladin qui est parfait. C'est un coup de pied arrêté vraiment très bien travaillé. Et ensuite, tu as Nesseri.
et Nesseri qui est en face à face, mais les gens pensent de disent pourquoi est-ce qu'il la donne pas à Zazouli? Ça va très vite, ça va très très Ouais. très vite hein, ce genre d'action. Il sait qu'il y a quelqu'un derrière lui, donc il se dit je vais me retourner, je vais la frapper. Voilà, ça il frappe. Après, est-ce qu'il frappe bien ou pas? Chacun aura son interprétation. Est-ce qu'il devait la donner à Zazouli? Moi, je dis que ça va trop rapidement, mais encore une fois, chacun va juger. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est un match où on a été là dans l'impact physique, pardon. On a été présent dans l'intensité et c'est quand même le Mali. C'est pas une petite équipe. C'est pas certes le top 5 du continent, mais en CAN, ils ont toujours été présents. Ils ont toujours su répondre sur le terrain. Mais on les a mis à mal parce que j'ai vu des Maliens à la fin du match qui étaient épuisés. Après, on va parler de Brahim Diaz. Pourquoi il sort? Brahim Diaz ne peut pas tenir 90 minutes. 90 minutes. Il n'a pas c'est ça, il n'a pas la capacité pour. Regragui l'a dit en conférence de presse aujourd'hui. Je l'ai dit avant, même moi sur X. Brahim Diaz ne peut pas tenir 90 minutes avec tous les efforts qu'il fait. Il revient au milieu de terrain, il décroche, etc. Il emmène le ballon vers l'avant. Il fait tellement d'efforts, mais il est en manque de temps de jeu avec le Real Madrid. Il a pas de rythme malheureusement, encore. voilà, il n'a pas de rythme. Mais je pense qu'avec ces 3 matchs, en tout cas en poule, il va retrouver le rythme et on pourra peut-être compter sur lui pendant 90 minutes en 8e ou en quart de finale. Inch'Allah, oui. C'est vrai qu'après, on a eu pas mal. Tu as fait un peu le lapsus toi aussi, finalement, c'est qu'on a le sentiment auprès des supporters que cette contre-performance, c'est une défaite. On comprend que le sentiment qui prédomine, c'est de vouloir absolument gagner tous nos matchs en se disant, ouais, le Mali, c'était peut-être le plus gros de la poule, mais sans être un très gros adversaire, etc., etc. On l'a vu, hein, d'autres équipes ont peiné beaucoup. J'extrapole, mais l'Égypte a peut-être beaucoup plus peiné que le Maroc, même si elle a gagné, elle a beaucoup plus peiné. Alors il y a des faits de jeu, il y a tout ce qu'on veut aussi, et ça il faut pas qu'on l'oublie. C'est que par moment, même si on domine, les faits de jeu sont contre nous, le poteau au lieu d'être rentrant, il va être sortant, etc. Donc il faut pas qu'on tombe, je pense, dans un excès. Alors on était peut-être dans un excès de confiance, et il faut pas qu'on sombre dans un excès de défaitisme parce qu'il y a eu ce match nul. Peut-être que c'est une bonne piqûre de rappel, bien au contraire. Il vaut mieux que ça arrive là, que durant cette phase de poule, il y ait une analyse qui soit faite. Walid, nul doute qu'il la fera, en se disant, il faut que je réévalue les choses différemment, que je vois un petit peu justement sur cette rencontre ce qui a été bon, ce qui a été moins bon, et de changer son fusil d'épaule pour justement le dernier match de poule et surtout pour essayer de finir premier, parce que sans dénigrer personne, ça ouvre peut-être un champ des possibles beaucoup plus facile pour arriver jusqu'en demi, voire en finale, si tu finis premier que si tu finis deuxième, voire troisième, où là, ça sera un peu plus compliqué. Est-ce que tu as fait déjà cette analyse par rapport aux possibilités justement d'après? Et qu'est-ce que tu penses du fait que les supporters sont très exigeants, tant mieux d'un côté, comme il l'a dit, comme l'a pu le dire Walid en conférence de presse, mais est-ce que c'est pas un peu trop de vouloir absolument être le rouleau compresseur dès le début et s'imaginer que de toute façon, il faut qu'on marche sur tous nos adversaires? Écoute, pour gagner une CAN, il faut être comme un diesel. On y va, comme on dit en anglais, step by step. C'est-à-dire c'est vraiment étape par étape. Après, que le public soit exigeant, c'est son droit. Le public peut critiquer, il est pleinement dans son droit. Chacun a sa vision du football. Moi, j'ai la mienne, toi, tu as la tienne. D'autres supporters ont d'autres visions. D'autres sont des footix, on va pas se mentir. Donc, je glisse ce petit tacle, mais il faut vraiment le savoir. Mais en tout cas, chacun a son analyse. Moi, je vois que sur le match des Comores, on a maîtrisé. On n'a pas été flamboyant, certes, mais on a maîtrisé. Et c'est ce qu'on demande à une grande équipe. Le match du Mali, il y a ce fait de jeu. C'est une erreur individuelle où on prend ce but. Donc, encore une fois, ce que je te dise, c'est un fait de jeu. Mais dans l'intensité, on y est. Et ceux qui nous attendaient au tournant, parce que je vois certains qui parlent de chapeau 2, etc., etc., je pense qu'à part le Sénégal sur son premier match, j'ai vu aucune équipe vraiment surpasser l'autre. Hein, parce que le niveau en Afrique a commencé à se rapprocher petit à petit. C'est vrai. Ça ne veut pas dire que... Parce que les gens sont dans le catastrophisme. On doit être dans l'analyse et la critique positive. C'est-à-dire que moi, quand je fais ma critique, j'essaie d'être positif, mais je montre les points qui, selon moi, doivent être réglés. Après, par rapport au prochain match, on affronte la Zambie. Certains me diront, oui, c'est l'équipe la plus faible du groupe. Mais quelle équipe à la CAN est vraiment faible? Oui, elle est plus faible en termes individuels par rapport à nous. Oui, c'est vrai. On ne va pas se mentir.
Mais collectivement, cette équipe, quand même, voilà, elle prend 2 points sur les 2 premiers matchs. Donc, défensivement, déjà, on sait que c'est costaud. Ça va être un bloc bas, peut-être ou pas, je ne sais pas, mais ce n'est pas dans leur intérêt à eux. Parce que s'ils prennent qu'un point, ils doivent espérer être parmi les meilleurs troisièmes. Donc, c'est aussi un calcul à faire pour eux. Mais moi, de ce que je peux dire et de ce que je pense savoir, c'est qu'on pourrait même changer de système sur ce match. Pourquoi? Parce que Salah Eddin fait vraiment très grosse impression. Ouais. Passer en 3-4-3, c'est une possibilité. Les gens pensent que Walid Regragui est fixé sur un système de jeu. Non, il a souvent joué par moments en FUS, notamment en 3-4-3. Et ça dépend aussi de l'adversaire. Là, tu restes sur ton système parce que voilà, tu as Salah Eddin et t'as Mazraoui sur le côté. Là, avec le retour de Hakimi, est-ce qu'il sera titulaire ou pas demain? J'ai quand même un petit doute. Je vais être franc avec toi, qu'il Parce qu'il soit a laissé titulaire. entendre sur la conférence de presse, C'est il ça. disait qu'il ne pensait pas vraiment, mais Donc, je pense pas vraiment qu'il le fasse jouer titulaire parce que ce serait un gros risque. Parce que oui, il est apte à 100% à reprendre un match, mais est-ce qu'il est apte à tenir 90 minutes? Ça, c'est une autre question. Mais je pense que le retour de Hakimi va nous donner d'autres solutions, notamment un 3-4-3 où on aurait Salah Eddin sur un côté, Hakimi de l'autre, Mazraoui qui se décale en tant que central presque, avec, ce droit, ouais. c'est ça, avec Naïf et Yamer. Oui, je vous le dis tout de suite, je pense que Yamer va rester pour le moment. Donc, ceux qui pensaient qu'il serait sur le banc, non, je ne pense pas. Et c'est au milieu de terrain où la question va se poser. El Ainaoui, c'est une certitude qui sera là. Ouais. Est-ce qu'on reste avec Amrabat ou est-ce qu'on prend le risque avec Ounahi et donc ça nous fait qu'un seul récupérateur? Face à un bloc bas, moi personnellement, c'est vraiment ma vision du football. Amrabat, j'en ai pas besoin sur ce match-là. C'est vrai, moi aussi. Surtout face à un bloc bas. Donc je le prends pas. Et sur le côté, là, ça pourrait peut-être donner plus de possibilités à Saïbari parce que j'ai entendu aussi la conférence de presse d'après-match de Walid. Les gens se demandent pourquoi est-ce que Saïbari joue sur un côté, parce que ça apporte de la complémentarité en fait avec Salah Eddin. Et ça donne la possibilité à Salah Eddin de prendre vraiment plus le couloir Le couloir. et justement Saïbari de repiquer dans l'axe. Et là, si on passe en 3-4-3, c'est encore plus simple et plus logique qu'il soit présent. Après, ça dépend aussi de son état de forme parce que moi, personnellement, je ne l'ai pas trouvé étincelant et je l'ai même trouvé moyen sur ces 2 premiers matchs. On va parler de positionnement, etc. Je vais vous rappeler quelque chose. Quand il rentre face au Gabon, on a joué à l'extérieur et qui fait son magnifique crochet, etc. et qui marque, il part d'un côté. Il est lié. Ça veut dire qu'il est capable de faire des choses sur les ailes. Walid n'a pas inventé quelque chose. On dit qu'il a inventé un poste, oui, peut-être, mais il a donné satisfaction plein de fois où il a été sur le côté et il a marqué. Donc, au bout d'un moment, voilà, je pense qu'on peut repasser en 3-4-3 sur ce match. Je pense qu'on est capable on a la possibilité de surpasser ce match. Mais voilà, ça restera encore une fois dans la gestion des émotions selon moi. Ouais, c'est vrai. Et, je pense que de toute façon, il y aura une analyse qui va être faite dans le sens quels sont les hommes opportuns, quel est le système opportun. Même si il n'y aura pas une révolution, il ne faut pas s'attendre non plus à des changements de dingue parce que tu dois avoir des certitudes aussi, notamment sur le fait, en tout cas au début du match. Après, comme tu l'as dit, avec l'évolution du score, l'évolution de la physionomie du match, peut-être qu'il va y avoir des changements un peu plus radicaux. Là où tu pointes un peu le doigt, c'est sur les changements. Il y en a beaucoup qui sont un peu dubitatifs au niveau du temps des changements, le pourquoi, etc. Toi qui connais un peu Walid, qui a travaillé un petit peu avec lui, est-ce que tu sens, on va dire, une maîtrise des changements ou est-ce que, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, il navigue un peu à l'aveugle, etc. Comment tu analyses justement cette partie-là du coaching qui en plus prend de plus en plus d'importance avec 5 changements? Écoute, sur ce match-là, je dirais que son analyse à ce moment-là est peut-être la bonne, mais peut-être que où elle vient peut-être tardivement un petit peu, où elle vient de. Ça dépend des joueurs. Je vais pas citer de joueurs parce que j'aime pas trop mettre le poids sur des joueurs, même si je l'ai fait pour l'analyse, parce que je suis bien obligé de le faire. Mais je pense que au bout d'un moment, il y a des changements qui arrivent soit trop tôt, soit trop tard. Ça veut pas dire peut-être, mais c'est ma vision encore une fois. Et il faut pas oublier que par le passé, il y a des matchs où il a fait à chaque fois des coachings gagnants.
Parce que Merci. je ne vais pas rappeler le nombre de fois où on gagne le match en seconde période. Et en seconde période, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la période des entraîneurs, la mi-temps des entraîneurs, parce que c'est là où ils rentrent en scène pour donner des nouvelles directives aux joueurs, etc. Et sur les 19 derniers matchs, oublions les adversaires, parce que oui, on va parler de Lesotho, etc. Mais il l'a fait face au Gabon, il l'a fait face à d'autres équipes, à Tunisie, où on gagne par 2 buts à 0 en seconde période. Pardon. Et donc, non, son coaching à ce niveau-là a toujours été bon. Après, sur ce match, il n'a pas été payant, mais ça ne veut pas dire que lui-même ne se remet pas en question. Il va se remettre en question, il va Ouais. essayer de comprendre les choses. De toute façon, il y a des séances vidéo qui sont faites le soir même, des fois, entre le staff, et ensuite le lendemain avec les joueurs. Donc, la vérité du terrain, seul lui la connaît vraiment. Tu vois ce que je veux te dire? Mais moi, sur ma vision personnelle, je pense que Brahim sort à la bonne, à la bonne minute. Saïbari, on a trop tardé peut-être. Je le dis. J'avais dit que j'avais pas cité le joueur, mais je le dis. On a peut-être un peu trop tardé et j'aurais peut-être pris le risque de le sortir enfin, pas le risque, j'aurais pris la décision de le sortir avant. Mais peut-être que Walid, à ce moment-là, se dit, écoute, je vais laisser 10-15 minutes. C'est pour moi peut-être sa dernière chance, hein, entre guillemets, pour Saïbari. Ouais, ouais, ouais. Et qui sera sur le banc le prochain match. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc il se dit, je vais lui laisser quand même 10-15 minutes. Et justement, avec les entrants, peut-être qu'il aura plus de solutions. Ça n'a pas fonctionné. Donc voilà. Mais c'est vraiment, comme je dis, sur les 19 derniers matchs, il a toujours eu un coaching gagnant. Là, voilà. On ne va pas dire qu'il n'a pas eu de coaching gagnant parce que au final, on n'a pas marqué, oui. On n'a pas encaissé après les changements, on a encaissé avant les changements. Donc, au bout d'un moment, en plus, tu Ouais. t'encaisses sur un but, sur un fait de jeu. Donc, t'encaisses même pas un but où tu te dis, on m'a dominé sur cette action-là. Non, c'est un On a fait de mal jeu. géré. On a mal géré la situation. Voilà. Mais après, même si tu as donné un petit peu un début de réponse par rapport au prochain match, est-ce que tu vois des changements impactants, importants, ou tu sens plutôt une certaine continuité? En tout cas, je parle pour l'équipe qui va démarrer. Est-ce que tu sens qu'il peut y avoir potentiellement des changements importants, impactants, ou on va dire rester dans une certaine forme de continuité? Bah, si on part du principe que Hakimi joue dès le début, je pense que tu auras des gros changements parce que tu changes de système presque. Normalement, c'est ce qui devrait se passer. Je vois mal Salah être sur le banc avec tout ce qu'il a fait. Mais après, encore une fois, c'est la vision de l'entraîneur et peut-être que moi j'aurais tort et que lui aurait raison à la fin. Mais si on reste sur le même système, je vois Saïbari ne pas jouer, ne pas débuter. Je vois plutôt un Ezazouli ou un Ben Seguir. El Kaabi reste à voir. Maintenant, et c'est le problème de nos neufs en fait. C'est ce que j'ai remarqué. C'est que comme par hasard, quand ils jouent, ils sont pas décisifs. Et quand ils rentrent, ils sont décisifs. Et quand tu leur donnes la chance, le match d'après, d'être là, bah, ils sont plus décisifs et ils t'apportent pas grand-chose. Donc, demain sur le 9, j'ai un doute. Je sais pas lequel pourrait débuter. Je pense qu'on pourrait avoir encore droit à un changement. Au milieu de terrain, personnellement, moi, Brabat, je le laisserais se reposer. Je prendrais un Bilal Khannous, un bloc bas. Si on reste sur le même système, je dis bien. Je pars avec Bilal Khannous et avec Ounahi. Et derrière eux, El Ainaoui, je pense que c'est suffisant pour faire le travail face à la Zambie. Mais encore une fois, ça, c'est ma lecture. Mais moi, j'espère, en tout cas, peut-être pas pour le match de demain, mais en tout cas pour les prochaines échéances, ça veut dire les huitièmes de finale, qu'on pourrait passer un bon 3-4-3. Et Walid les a travaillés et ça peut vraiment apporter quelque chose. En tout cas, sur le plan défensif, on serait plus solide et offensivement, on aurait plus de solutions avec les vitesses de Salahuddin et Hakimi. Pour revenir à la conférence de presse, je ne sais pas si tu l'as suivi entièrement. Comment tu as trouvé justement Walid dans sa posture? On sait que en ce moment, avec les journalistes, c'est un petit peu parfois tendu, etc. Là, on l'a trouvé peut-être un peu plus, malgré tout, avec ce match nul, malgré tout assez serein. Et dans son analyse, c'est vrai qu'elle est plutôt pertinente, on a envie de dire, parce qu'il ne s'égare pas dans des diatribes ou des choses un peu folles. Il est factuel, il parle donc des supporters, il sait que les supporters ont des exigences élevées. On a vu un Hakimi à côté de lui, justement, pour une fois, qui était lui aussi présent de manière aussi impactante et forte. Comment tu analyses
déjà dans un premier temps, avant de parler de son propos, mais lui, l'homme, la façon dont il a été euh, pendant la durée de la conférence de presse. J'ai senti un entraîneur qui a confiance en lui. Il le dit lui-même. Il dit, parce qu'on lui pose la question, est-ce que tu penses que tu es toujours l'homme de la situation, comme tu l'avais dit, pour remporter la CAN? Et il dit, oui, je le pense toujours. Et c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La CAN, c'est un diesel. On y va doucement, step by step. Je l'ai senti en confiance. Et en plus, ce qu'il faut savoir, Hakimi n'était pas prévu pour cette conférence. Et c'est lui qui a décidé de venir pour faire passer des messages forts. Ça te montre déjà la cohésion qu'il y a dans ce groupe. Et C'est lui-même le ça. dit, il a dit, j'ai jamais vu un groupe vivre comme ça. Et il a vécu plusieurs générations parce qu'il a commencé très tôt avec l'équipe nationale. Donc, et moi qui ai passé des générations, j'en ai passé une ou deux de Mhm. l'équipe nationale, je peux vous dire que l'ambiance n'était pas totalement saine sur les rassemblements. Et je me défie quiconque, que ce soit un ancien du staff ou un ancien joueur, avec lequel j'ai partagé quelques moments, de me dire le contraire. Tu avais des clans, aujourd'hui tu n'en as plus, tu as une seule et même équipe. Après, est-ce que c'est ça qui fait gagner une équipe? Pas totalement, bien Oui, évidemment, parce qu'il y a ça, on est l'aspect d'accord. tactique, etc. Et tu as les efforts sur le terrain, mais ça joue un grand rôle. Parce que si tu as une bonne ambiance sur le terrain, ça ne peut que bien se passer, en dehors du terrain, pardon, ça peut que ne bien se passer sur le terrain. Donc moi, j'ai vu un entraîneur serein, confiant, et je vais même être franc, j'ai eu un échange par message avec lui, je sens qu'il est confiant. Et il sait ce qu'il fait. Il me dit, l'important, c'est d'aller jusqu'au bout et de se concentrer sur notre travail. Voilà. Et justement, ça rejoint un petit peu ce que tu disais par rapport au fait que malgré, on a vu Hakimi, donc il n'est pas sur le terrain, etc. Mais je sais pas si tu as vu cette image où bon, il donnait énormément de consignes, il est très souvent debout pendant les matchs, mais pas que lui. On a vu Adam Massina qui pourtant a été déclassé, qui aujourd'hui est sur le banc, mais qui lui aussi est très souvent debout pour donner des consignes défensives, etc. Ça montre un petit peu justement ce que tu disais, ça rejoint ce que tu disais que le groupe vit bien, même si tu es sur le banc, tu vis les choses pour l'équipe nationale. Et ça, c'est vrai que par le passé, on n'avait pas forcément toujours ce côté-là, où il y a ceux qui sont sur le banc, se sentent toujours lésés, etc. Et on ne voit pas forcément qu'il y a une cohésion de groupe. Et là, on a pu le voir. Est-ce que tu as pu justement, toi, le voir? Et qu'est-ce que tu ressens au final de voir justement que les joueurs sont autant impliqués, même sans jouer? Bah ça rejoint, ça va être bien que tu sais bien que tu me poses cette question, parce que certains ont pensé que c'est parce que Walid était perdu et que les joueurs l'aidaient à donner des consignes. Ça te montre juste. Et j'ai vu la même chose avec les Égyptiens. Donc, pourquoi est-ce qu'il est bon pour. Je vais prendre une expression, entre guillemets, québécoise qui va peut-être faire rire les gens. Pourquoi est-ce qu'il est bon pour Minou n'est pas bon pour Pitou? Bref. En tout cas, je te le dis, moi, j'ai vu une équipe, parce que, et ça, c'est vraiment une image forte. Massina est un remplaçant. Massina ne sait pas s'il va jouer. Et pourtant, il est là à soutenir l'équipe. Or que, par le passé, tu avais des joueurs qui étaient sur le banc, et on va se le dire clairement, qui disaient Inch'Allah qu'on perd dès que moi je prenne sa place. Et là, on l'a plus. On va pas se mentir. Là, tu as une équipe qui se soutient. Le fait que tout le monde se lève, oui, ça peut donner l'impression que l'équipe, entre guillemets, c'est un peu désorganisé, etc. Mais c'est juste que tout le monde veut gagner, tout ce groupe veut gagner ensemble, que voilà, c'est des émotions qui parlent à ce moment-là. Mais Walid fait son travail à ce moment-là. De toute façon, les joueurs Oui, bien l'écoutent lui, sûr. et forcément. Mais de toute façon, il faut pas oublier un truc, Hakimi, c'est le relais du coach sur le terrain. Et c'est ce qui nous a manqué sur ces deux premiers matchs. Et je pense que son retour va nous faire du bien sur le plan, bien sûr, technico-tactique, etc. Mais également en tant que relais du coach sur le terrain. Donc, moi, j'ai énormément apprécié cette image, contrairement, encore une fois, à des gens qui pensent que c'est parce que Walid ne savait pas donner de tactique. Bref. Mais Ouais. chacun a le droit de dire ce qu'il veut au final, encore une fois. C'est ça. Les analyses sont pas toujours. Voilà, comme tu l'as dit, on a le droit d'être d'accord ou pas d'accord. Le principe, c'est aussi d'apporter des arguments qui prouvent un petit peu ce que tu dis, ce que tu étayes. Mais au-delà de ça, maintenant, on va passer un petit peu rapidement sur ce qu'il a dit justement durant la conférence, que on lui prête beaucoup de choses, mais il soutient que, bon, forcément, la plupart des Marocains aiment l'équipe nationale. Il parle de 95. Moi, je suis même sûr que c'est plus, mais bon.
Soyons pragmatiques comme lui et disons, les 95% des Marocains aiment l'équipe nationale, même s'ils ne sont pas contents, etc. Enfin, comment tu as analysé un petit peu les propos de Walid, hormis la tactique, mais justement sur le fond, sur le fait que les supporters marocains aient eu le sentiment limite que ce soit une défaite face au Mali? Bah, comme il l'a dit, ça montre qu'on a un public désormais exigeant, ce qui est une bonne chose. Ça veut dire que. Et c'est ça qui apporte au final la culture de la gagne. Ça commence des supporters et ça arrive jusqu'aux joueurs et aux grandes instances du football. Donc, moi, 95% de l'équipe, des Marocains qui aiment l'équipe, oui, c'est une réalité. Et même parmi les 95%, on a certains qui vont critiquer. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas l'équipe, ça ne veut pas dire qu'ils ne les supportent pas. Mais la critique positive est là pour justement aider l'équipe. Comme l'a dit Hakimi, il ne faut pas oublier, c'est des êtres humains. Ça veut dire que les critiques les atteignent quand même, au plus profond d'eux-mêmes. Et donc, ils les écoutent quand même et ils en font en fait une force. Après, les 5% dont ils parlent, encore une fois, c'est ceux, et cette catégorie existe dans tous les supporters du monde. Des gens qui, je ne sais pas pourquoi, souhaitent toujours le mal d'une équipe parce qu'ils n'aiment pas une certaine tête. Là, Oui, je pense voilà. que la tête qu'ils n'aiment pas, c'est Walid. On va pas se Oui, mentir. ça. Sa tête ne leur revient pas. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'équipe nationale n'appartient pas à Walid Regragui, n'appartient pas aux joueurs, n'appartient pas à Fouzi Larja. Elle appartient à nous tous. C'est-à-dire que si on n'est pas comme ça, la CAN, on la verra pas. C'est tout ce que je peux dire. Oui, vous pouvez critiquer, mais il y a des choses qui vont des fois trop loin. Je vais prendre rapidement 2 secondes. J'ai vu des choses où on a pris une interview entre guillemets du père de Walid Regragui. Je trouve ça très malsain. J'ai vu des photos de la famille de Walid Regragui. Je trouve ça très malsain non plus. Qu'est-ce que ça apporte au débat footballistique? Allez, on va se le dire clairement. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que ça vous apporte quelque chose dans le débat footballistique? J'ai pas vu une bonne analyse hors des certains spaces sur X dans les posts de certaines personnes. C'est juste des insultes, de la calomnie, bref, et tout ça, ça n'apporte rien. Faites une analyse, faites une critique, dites ce que vous n'avez pas aimé dans le jeu. Et ça va vraiment peut-être aider l'équipe. Après, je ne parlerai pas des fake news, parce que j'en ai plein. Et je vais revenir 2 secondes dessus aussi. Celui qui a dit, oui, on a tellement de blessés en défense centrale, et au final, on a toute la défense centrale à Romain Saïs, et Romain Saïs n'est même pas encore forfait officiellement. Voilà. Je ne sais pas ce que vous cherchez avec ces fake news aussi. Qu'est-ce que ça vous apporte? Et ceux qui s'abonnent et qui like leur truc, ou qui commentent même négativement, je vous rassure, vous ne leur donnez que de la visibilité. C'est tout ce que vous faites. Et c'est ce qu'ils cherchent. Donc, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Mais moi, en tout cas, ce que je peux dire, peut-être qu'on arrivera peut-être à la fin de la vidéo, mais soyez derrière l'équipe. Essayez de les soutenir. Critiquez ce qui est critiquable dans le jeu. N'allez pas chercher à droite et à gauche des choses qui sont hors football. Ça ne sert à rien. Les insultes, ça ne sert à rien. Ça ne mène à rien. Je vois des youtubeurs qui font la même chose, or que vous avez des milliers d'abonnés, et je ne jette la pierre à personne, je ne vise personne. J'en ai vu certaines, j'ai vu des vidéos, mais tout ce que je peux vous dire, c'est soyez positif. La négativité n'attire que la négativité. Soyez positif et on va peut-être ramener du positif. Cette CAN, on la gagnera, comme l'a dit Walid, peut-être juste en souffrant, mais moi, je suis prêt à souffrir pour qu'on arrive à avoir cette CAN qu'on n'a pas eu depuis 1976, et tous les ingrédients sont là. On n'a pas perdu face au Mali, on a fait un match nul sur un fait de jeu, on a maîtrisé le match. Oui, on n'a pas été flamboyant encore une fois, mais c'est une CAN. Je n'ai pas vu un match, parce qu'on me parle du match Sénégal-RD-Congo, je l'ai regardé, il n'y avait vraiment pas autant d'intensité que dans notre match à nous. Hein. C'est vrai. Ça veut dire que, oui, on a eu des belles phases de jeu, etc., mais tu n'avais pas cette intensité que nous, on a eu avec le Mali. Parce que le Mali, on met le pied des fois. Et on met le rythme. Donc, au bout d'un moment, soyez positif. C'est juste la phase des groupes. Juste un petit rappel, Hervé Renard, si je me souviens bien, en 2019, a gagné les 3 matchs. On a eu 9 points, on s'est vu très beau. Et on perd contre le Bénin. C'est tout ce que je peux vous dire.
qui a gagné son premier match de CAN cette année. C'est pour dire. Après, juste deux dernières choses avant de clore cette émission. Déjà d'une, on a entendu aussi par moment les supporters. C'est vrai que les supporters marocains, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont très bons, hein, on va pas se cacher. Même si on aimerait qu'ils mettent à profit cette ferveur qu'ils mettent à supporter d'autres nations durant cette CAN, à supporter le Maroc de la même façon. C'est un peu dommage de les voir. Alors, c'est très beau et je suis le premier à en ressentir de la fierté, de les voir supporter d'autres nations comme l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie. Au contraire, ça me fait chaud au cœur. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on mette cette intensité-là, fois 10, fois 20, pour supporter notre équipe nationale qui en a besoin et qui demande ça pour avoir le supplément d'âme, comme on dit souvent, le 12e homme. Il faut qu'il fasse son rôle. Walid l'a dit souvent. Et il faut qu'on ait cette vraie action de supporter le Maroc durant ces matchs. Et dernière chose, je te laisserai la parole sur ces deux petits points, Youssef, pour clôturer. Le Maroc se positionne pour la CAN 2028. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de se repositionner pour faire cette CAN à domicile, encore une fois, qui sera peut-être un prélude à la Coupe du Monde et qui pourrait peut-être apporter ce dont on manque aujourd'hui avec l'expérience? Qu'est-ce que tu en penses sur ces deux petits points avant de clôturer? Alors pour les supporters qui supportent d'autres nations, j'ai vu plus d'ambiance à Agadir que lors de nos matchs à nous. Donc ça déjà, ça fait mal au cœur. Ouais. Après, je vais vous poser une question simple, claire et précise. Est-ce que vous avez déjà vu un Argentin supporter le Brésil ou inversement? Juste, je vous pose cette question. Vous me répondez dans les commentaires, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Mais si vous l'avez vu, vous me le dites. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est contre ces pays. C'est ce que j'allais dire. On est adversaire. C'est du football, on est adversaire. C'est à ces pays de venir au Maroc encourager leur sélection. C'est pas à nous pour remplir le stade, pour dire voilà, les stades sont remplis, etc. C'est vraiment à nous de supporter juste notre équipe. Parce qu'au final, demain, si on rencontre l'Égypte, on fait quoi? Pour ceux qui sont à Agadir, vous supportez le Maroc ou l'Égypte? Je sais que vous avez supporté le Maroc, mais c'est limite la schizophrénie. Donc, au bout d'un moment... limite, s'ils perdent, comme tu dis, s'ils perdent parce qu'ils n'ont pas de supporters, etc., c'est le foot. Hein. Tant mieux pour nous, limite. S'ils perdent, qu'ils sont éliminés, etc., faut pas se cacher pour dire oui, on est frères, on est frères. La fratrie en islam, oui, c'est vrai. Mais par contre, dans le sport, on n'est pas ennemis, hein. On est juste des adversaires. Exactement, c'est ce que je dis. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas on les a bien accueillis, ils sont dans des hôtels 5 étoiles, ils ont les meilleurs terrains d'entraînement qu'ils n'ont jamais eu lors d'une CAN, et ça, je peux en être témoin. On a 4 matchs par jour, on a 9 stades différents, chaque match se joue dans un stade. Ça n'a jamais été le cas. J'ai été en Afrique du Sud, parce qu'on peut parler de l'Afrique du Sud qui est un pays très développé. J'avais fait la CAN en 2013. Croyez-moi que quand on jouait par exemple à Durban, je vais prendre le dernier match contre l'Afrique du Sud, on attend que Quoique non, je me suis trompé de match. Je repars sur le premier match en fait. On joue contre l'Angola et l'Afrique du Sud joue contre le Cap-Vert. Le Cap-Vert et l'Afrique du Sud s'affrontent. Nous, on est dans les vestiaires en train d'attendre qu'ils finissent leur match pour entrer s'échauffer. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On donne les meilleures conditions. Tout le monde les accueille très bien, que ce soit dans la rue, les hôtels, les restaurants. Je vois même des gens qui se font offrir des repas par des restaurateurs. Moi, en tant que Marocain, je ne me suis jamais fait offrir de repas par restaurateur. Mais bon, ça encore, c'est un autre débat. Je ne vais pas rentrer dedans. Mais supporter le Maroc. Les autres, si moi, demain, l'Égypte se fait éliminer par un adversaire plus faible, moi, ça m'arrange. Parce que c'est moi qui vais le retrouver après et j'aurai mon public derrière moi. Donc, n'allez pas donner de la force, entre guillemets, à ces nations-là. Et je parle de toutes les nations. Supportez-les, si vous voulez, de loin, derrière votre télé. Mais le stade, ça ne sert à rien. Parce que c'est à leurs supporters de faire le travail. Je ne pense pas que nous, les Ivoiriens, nous ont vraiment supportés, à part quand ils avaient besoin de nous pour gagner le dernier match pour se qualifier. Ils ne nous ont pas supportés lors de la CAN. C'était les Marocains qui sont allés en Côte d'Ivoire. Après, sur la CAN 2028 au Maroc, je vais aller rapidement. C'est une bonne chose, c'est une bonne répétition avant la Coupe du Monde. Et peut-être que ça sera l'occasion de gagner une 3e CAN, parce que j'aime bien être positive. Donc,
Voilà, c'est une bonne répétition. Et encore une fois, ça va nous permettre, encore une fois, de monter de niveau. Parce que la Coupe du Monde, en termes d'organisation, c'est pas la CAN, c'est autre chose. Voilà, bon, on va terminer cette émission sur ces bons mots. On vous rejoindra, on retrouvera pour débriefer du match de demain, Inch'Allah, quelques jours après, toujours pareil, le temps de faire une analyse à froid qui est mieux qu'une analyse à chaud. On espère que vous avez apprécié cette émission. On espère aussi que vous allez vous abonner et liker, ça nous donne de la force et c'est toujours intéressant pour le référencement. Et puis, ben, on vous remercie et Dima Maghreb, allez le Maroc pour demain, Inch'Allah. Merci Youssef, Salut tout le monde. Merci Hakim. Bye tout le monde. à bientôt, Inch'Allah.